Aujourd'hui, on va installer un agent IA personnel sur un VPS. L'objectif est simple, avoir un assistant IA qui tourne tout seul, sans avoir besoin d'être dépendant de mon ordinateur, et avec lequel je peux communiquer sur Telegram. Concrètement, à la fin de la vidéo, on aura un serveur préparé de zéro, c'est-à-dire un VPS, une connexion sécurisée et un utilisateur dédié. Ensuite, Hermès Agent installé et configuré avec le modèle IA de notre choix. Et pour finir, une interface Telegram pour lui parler de n'importe où. Mais je préfère être clair dès le début. Cette vidéo n'est pas là pour te vendre l'idée que les agents IA sont magiques. Un agent IA, ce n'est pas magique, c'est un système. Et comme tout système, il peut être utile, fragile, dangereux ou inutile selon la manière dont il est pensé. Donc dans cette vidéo, on ne va pas juste faire une installation. On va comprendre pourquoi chaque étape existe. Et la première question, c'est pourquoi mettre un agent IA sur un VPS plutôt que de le lancer directement sur son ordinateur ? Avant de parler du VPS, il faut comprendre ce qu'est Hermès Agent. Si tu ne connais pas, c'est normal, c'est pas encore un outil grand public. Hermès Agent, c'est un agent IA open source. Concrètement, c'est un programme qui tourne sur une machine, qui peut accéder à des outils, lire des fichiers, faire des actions, comme chercher sur Internet. C'est pas juste un chatbot, c'est un système complet. Il a de la mémoire, des sessions et peut automatiser des tâches. Et surtout, il fonctionne en 3 couches. Le modèle IA, c'est le cerveau. C'est lui qui comprend, raisonne et génère les réponses. Hermès Agent, c'est le corps. Il gère les outils, la mémoire et les actions concrètes. Et l'interface, c'est Telegram ou autre, c'est là où tu lui parles en gros. Un VPS, c'est un serveur privé virtuel. En gros, c'est un ordinateur à distance, loué chez un fournisseur, qui reste allumé en permanence. Et pour un agent IA, c'est intéressant pour une raison simple. Si l'agent tourne uniquement sur ton ordinateur, il dépend de ton ordinateur. Si ta connexion coupe, que ton ordinateur est fermé, ou s'il redémarre, l'agent n'est plus disponible. Avec un VPS, l'agent a son propre environnement. Donc ici, le VPS n'est pas juste un détail technique. C'est ce qui permet de passer d'un agent que je lance quand j'en ai besoin à un agent qui peut être disponible en continu. Et il y a un deuxième avantage, moins évident mais tout aussi important, l'isolation. Si l'agent tourne sur ton ordinateur, il est dans le même environnement que tes documents, tes fichiers, tes photos, tout ce qu'il y a sur ta machine. Et même si l'agent n'a pas accès à tout, un accident est vite arrivé. Une mauvaise manipulation, un outil qui explore le mauvais répertoire, une requête qui part avec plus d'informations que prévu. Avec un VPS, l'agent est dans un environnement séparé. Il n'a accès qu'à ce que tu lui donnes explicitement. Pas tes fichiers perso, pas tes documents sensibles, pas ton historique. C'est une couche de sécurité supplémentaire et c'est pas négligeable. Mais il y a un piège. Avoir un agent disponible 24 h sur 24 et 7 jours sur 7, ce n'est pas automatiquement une bonne idée. Si l'agent a accès à trop de choses, si le serveur est mal sécurisé, ou si tu lui donnes des données sensibles sans réfléchir, tu ne crées pas un assistant, tu crées une surface d'attaque. Donc avant d'installer Hermès, on va proprement préparer le serveur. Petite parenthèse parce que c'est exactement le type de réflexion que j'applique pour mon accompagnement Sprint IA utile. Le but, ce n'est pas d'arriver dans une entreprise et dire « il faut mettre un agent IA partout ». Ça, c'est souvent une mauvaise idée. Le vrai sujet, c'est d'identifier les endroits précis dans les process où l'IA peut réduire le temps perdu, limiter les erreurs et fluidifier le travail. Ensuite seulement, on teste une solution concrète. Donc si tu es dirigeant, responsable opérationnel ou que tu veux intégrer l'IA dans une PME sans partir dans tous les sens, le lien est en description. Maintenant, revenons au setup. Pour qu'un agent soit utile, il lui faut d'abord un endroit fiable où tourner. Pour ce setup, je vais utiliser un VPS de chez Ionos. Sur leur page, on a 5 offres. On va du VPS S+, avec 2 Go de RAM, jusqu'au VPS XXL+, avec 24 Go. Quand on choisit un VPS, il y a 3 éléments principaux à regarder. Le CPU, c'est le processeur qui exécute les tâches du serveur. La RAM, c'est la mémoire disponible pour faire tourner les programmes. Et le stockage NVMe, c'est l'espace disque disponible sur le serveur. Le strict minimum, c'est le S+. Le problème, c'est qu'on est très rapidement limité en RAM, donc je recommande fortement le M+, avec 4 Go de RAM et 4 V-Core CPU. C'est un bon point de départ et ça laisse de la marge pour faire tourner Hermès confortablement. Petite particularité de Ionos, quand tu choisis un pack, une pop-up te propose de monter en gamme. C'est pas obligatoire, tu peux rester sur ton choix, mais c'est bien de savoir que ça existe pour pas être surpris. Ensuite, Ionos te demande de configurer ton VPS. Et il y a quelques choix à faire. D'abord, la durée d'engagement. Tu as le choix entre 1 et 12 mois. En un mois, tu n'as pas d'engagement, mais tu paies le tarif plein pot avec 10 € de frais de mise en place. En 12 mois, tu n'as pas les frais de mise en place, mais tu t'engages pour un an. Si tu veux tester sans te compromettre, le 1 mois suffit largement pour démarrer. Et si tu es sûr de vouloir garder le setup, le 12 mois est plus économique sur la durée. Pour le système d'exploitation, choisis Ubuntu. C'est le plus adapté pour ce type de setup parce que c'est le plus simple et le plus complet pour un débutant. Pour la région, garde Union Européenne.
C'est mieux pour des questions légales et de performance. Et tout le reste, tu laisses par défaut. Ensuite, Yonos te demande de créer un compte et de payer. C'est du formulaire classique, rien de technique, donc je t'épargne les détails. Par contre, un truc important. Une fois la commande passée, il y a une phase de validation. Yonos vérifie la commande et ça peut prendre quelques heures, parfois jusqu'à 24 heures. Donc si ton serveur n'est pas disponible immédiatement après le paiement, c'est normal, pas d'inquiétude. Tu recevras un mail quand le serveur sera prêt. Une fois le mail reçu, on récupère les accès et là, la partie sécurité commence déjà. Parfait, tu as reçu le mail. Connecte-toi à ton espace client Yonos. Sur le dashboard, clique sur Serveur et Cloud. Tu arrives sur la liste de tes contrats VPS. Clique Sélectionner sur celui que tu viens de créer. Ça ouvre le Cloud Panel et là, tu trouves un panneau Données de connexion avec 3 informations importantes. L'adresse IP, c'est l'adresse du serveur sur Internet. Root, c'est l'utilisateur administrateur du système. Et le mot de passe permet de se connecter pour la première fois. Mais Root, c'est un compte extrêmement puissant. Il peut tout faire. Modifier le système, supprimer des fichiers, installer des services ou tout simplement casser la machine. Donc on va l'utiliser uniquement pour initialiser le serveur. Après on créera un utilisateur dédié pour le reste de nos tâches. Pour se connecter, on va ouvrir un terminal et taper une commande SSH. Mais d'abord il faut trouver le terminal sur ton ordinateur. J'ai mis en description différentes vidéos qui expliquent comment ouvrir le terminal que tu sois sous Windows, Mac ou Linux. N'hésite pas à les regarder pour t'aider et reviens dès que ton terminal est ouvert. SSH, ça veut dire Secure Shell. C'est ce qui permet d'ouvrir un terminal sécurisé sur une machine distante. Ici, je me connecte avec l'utilisateur root, parce que c'est le compte fourni au départ par le serveur. Là, le terminal me demande le mot de passe. Si rien ne s'affiche quand je tape, c'est normal. Le terminal ne montre pas le mot de passe, même pas avec des étoiles. C'est une protection classique pour éviter de donner des informations sur sa longueur. Bingo, là on est connecté au serveur. On peut le voir parce que le terminal indique qu'on est sur la machine distante avec l'utilisateur root. Mais justement, c'est ici qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. Travailler tout le temps en root, c'est confortable, mais c'est une mauvaise habitude. Ça marche jusqu'au jour où tu fais une erreur. Donc la première vraie étape, c'est de créer un utilisateur normal. L'objectif est simple, éviter d'utiliser root au quotidien. Root doit rester un compte d'administration, pas le compte avec lequel je fais toute ma vie. Add user Hermes. La commande me demande un mot de passe pour ce nouvel utilisateur. Pour les informations comme nom complet, téléphone, etc., on peut laisser vide. Ce sont des champs administratifs, pas indispensables ici. L'utilisateur est créé, mais pour l'instant il n'a pas encore le droit d'administrer le serveur. Donc je l'ajoute au groupe sudo. Sudo permet à un utilisateur normal d'exécuter certaines commandes avec des droits administrateurs quand c'est nécessaire. L'utilisateur reste normal par défaut, il ne passe en mode administrateur que lorsqu'on lui demande explicitement avec sudo. Pour vérifier, je bascule sur le nouvel utilisateur avec su-hermes. Puis je tape groups pour confirmer qu'il est bien dans le groupe sudo. Ensuite, exit pour revenir à root et exit à nouveau pour quitter le serveur. Nickel, on a maintenant un utilisateur propre, mais le serveur accepte encore les connexions par mot de passe. Et ça, ce n'est pas idéal. On a vu que les connexions par mot de passe restent ouvertes. Pour fermer ça, on va utiliser une clé SSH. Pas de formation cybersécurité ici. Juste une règle simple. Un serveur exposé sur Internet ne doit pas rester avec une simple connexion par mot de passe si on peut l'éviter. Point important, cette étape se fait sur ton ordinateur, pas sur le VPS. Si tu es encore connecté au serveur en SSH, tape Exit pour te déconnecter. Tu dois être sur le terminal de ton ordinateur avec un prompt qui ressemble à ton nom d'utilisateur local. Une clé SSH, c'est en réalité une paire de clés. On a une clé privée qui reste sur mon ordinateur et une clé publique qui va sur le serveur. Quand je me connecte, le serveur vérifie que je possède bien la clé privée associée à la clé publique. C'est beaucoup plus robuste qu'un simple mot de passe. Avec la commande SSH keygen, je crée une clé SSH dédiée à ce setup. Je donne un nom spécifique pour isoler cette clé. Et je mets une passphrase. C'est une couche de sécurité importante, car si quelqu'un vole ta clé, il ne pourra pas s'en servir sans la passphrase. C'est une protection simple mais efficace. Ensuite, je copie la clé publique sur le serveur avec SSH Copy ID. Il faut bien faire attention avec l'option "-i" qui permet de spécifier le chemin de la clé qu'on a décidé. Donc là, je teste ma connexion, et si tout est bon, je me connecte sans entrée de mot de passe. Mais attention, tant qu'on n'a pas désactivé la connexion par mot de passe, le serveur accepte encore les deux méthodes.
La clé SSH fonctionne, mais le mot de passe reste une porte d'entrée. Donc maintenant, on va fermer cette porte. On va modifier la configuration SSH pour refuser les connexions par mot de passe. Là, il faut être prudent. Avant de désactiver les connexions par mot de passe, assure-toi d'avoir testé que la connexion par clé SSH fonctionne. Sinon, tu peux te bloquer toi-même hors du serveur, et ce serait ballot. Donc règle simple, on teste d'abord, on verrouille ensuite. La méthode la plus simple tient en une seule commande. En gros, cette commande remplace directement Password Authentication Yes par Password Authentication No dans le fichier de configuration SSH. Magique, non? Pas besoin d'ouvrir un éditeur, pas besoin de chercher la ligne, c'est fait en une seconde. Cadeau du chef dans la description. Ensuite, je redémarre le service SSH pour appliquer la modification. Maintenant, je quitte le serveur et je teste. D'abord sans clé, comme prévu, permission denied, c'est normal, le mot de passe n'est plus accepté. Et maintenant avec ma clé. Et voilà, la connexion passe et elle est sécurisée. On a notre serveur, on a notre utilisateur et on a une connexion SSH correcte. Maintenant, on peut installer Hermes Agent. Je vais utiliser la commande officielle d'installation. Elle récupère le script d'installation et installe les dépendances nécessaires. Avant de lancer ce genre de commande, vérifie toujours que tu es bien sur la documentation officielle. Copier-coller une commande depuis un site random pour l'exécuter sur un serveur, c'est exactement le genre d'habitude qui finit mal. Là, l'installation prépare l'environnement. Je ne vais pas laisser tout tourner en temps réel parce que ça n'apporte rien. Ce qui nous intéresse, c'est le résultat final. L'installation est terminée. Et directement, le wizard de configuration s'ouvre. C'est lui qui va nous guider pour connecter un modèle IA et configurer l'agent. Mais avant de remplir le wizard, il nous faut un fournisseur de modèle IA et une clé API. On a Hermes qui tourne. Maintenant, il faut lui connecter un modèle IA. Pour ça, il nous faut un fournisseur IA et une clé API. Dans cette vidéo, je te conseille d'utiliser OpenCode Go. C'est un abonnement à bas coût, 5 $ le premier mois, puis 10 $ par mois, qui donne accès à plusieurs modèles open source performants. L'intérêt, c'est la simplicité. Un seul abonnement, pas besoin de gérer plusieurs fournisseurs. Pour commencer, va sur opencode.ai. Crée un compte si tu n'en as pas, puis abonne-toi à Go. Ensuite, va dans la section Clé API et crée une nouvelle clé. Tu peux lui donner un nom, par exemple Hermes Agent. Copie la clé, on en a besoin juste après. Le wizard te propose 3 modes. Choisis Full Setup. Ensuite, il te demande quel fournisseur utiliser. Il y en a beaucoup, mais tu vas sélectionner OpenCode, puis OpenCode Go. Et là, tu as juste à coller la clé API que tu viens de créer. Pour l'URL de base, tu as juste à faire rentrer pour prendre la valeur par défaut. Pour le modèle, je recommande MIMO V2.5. Tout simplement parce que c'est un modèle avec un excellent rapport qualité-prix, même tarif que les modèles les plus bas de gamme, mais avec un raisonnement nettement meilleur d'après mes tests. Et pour un agent, la qualité du raisonnement fait une vraie différence. Ensuite, le wizard te demande quel backend terminal utiliser. Garde Keep Current, c'est le mode local, c'est suffisant pour démarrer. Et là, on te demande enfin quelle plateforme de messagerie tu veux connecter. Sélectionne Telegram avec la touche espace, puis Entrée pour valider. La méthode automatique te montre un QR code pour te connecter. J'aurais bien aimé l'utiliser, mais il faut installer un outil de QR code sur le serveur et ce serait trop chiant à gérer. Pour la vidéo, je vais utiliser la méthode manuelle pour bien montrer ce qui se passe. Dans Telegram, je passe par BotPhaser pour créer le bot. Je lui donne un nom. Je récupère le token, puis je retourne dans mon terminal et je colle. Ensuite, le wizard te demande de restreindre qui peut parler au bot. C'est super important, parce que si le bot est accessible à n'importe qui, tu risques de laisser d'autres personnes utiliser ton agent et consommer tes crédits. Sans oublier qu'il peut s'amuser à voler tes données derrière. Pour récupérer ton ID Telegram, t'as juste à faire comme moi. Avec le bot UserID, lancer la commande /start, copier ton ID et le coller dans ton terminal. Une fois ça fait, il te propose aussi de configurer un canal de réception. C'est là où Hermes enverra ses notifications. Tu peux utiliser ton ID Telegram comme canal par défaut, ce sera tout simplement ta conversation de base. Et pour finir, il te propose de démarrer le gateway automatiquement et de l'installer comme service. Dis oui aux deux. Comme ça, le bot Telegram redémarre tout seul si le serveur redémarre. Ensuite, le wizard te montre une longue liste d'outils disponibles. Recherche web, navigation, terminal, fichier, vision, mémoire et plein d'autres. Pour démarrer, tu peux tout laisser par défaut. C'est largement suffisant. On pourra toujours ajuster plus tard. Au moment où il te demande le moteur de browser à utiliser, garde Local Browser. C'est gratuit et ça ne nécessite pas de clé API. C'est tout simplement le navigateur par défaut qu'il va utiliser pour faire ses tâches d'automatisation web. Et pour faire de la recherche web, choisis DuckDuckGo. C'est gratuit, pas besoin de clé d'API
et ça fonctionne bien pour un usage quotidien. Pareil que tout à l'heure pour les outils Telegram, c'est la même liste, tu laisses par défaut. Et pour la synthèse vocale, garde bien Microsoft Edge TTS. C'est gratuit et la qualité est correcte. Ça permettra tout simplement à un moment, si tu le souhaites, que ton agent ait une voix pour te parler. Perfecto, on a le serveur, l'agent, le modèle, l'interface Telegram. Tout est en place, manque plus qu'à tester. Avant de m'amuser à tester Hermès directement sur Telegram, je vais d'abord vérifier si dans le terminal, il arrive à répondre. Pour ça, je lance Hermès. Ici, on arrive donc sur une interface un peu jaunâtre avec beaucoup d'informations. Mais bon, on va faire le test le plus simple, un petit ping, et on s'attend à une réponse très basique qui est censée être un pong. Merveilleux, ça veut dire que le modèle tourne et que la configuration Hermès fonctionne. On va quitter tout ça en faisant un slash exit, EXIT. Parfait. Maintenant qu'on a vérifié que le terminal fonctionne, on peut passer au test Telegram. Pour ça, il faut d'abord lancer une conversation avec notre bot et lui envoyer un premier message. La marche à suivre sur Telegram est simple. Cliquez sur Open quand on est dans la conversation avec BotPhaser. Cliquez sur le nom du bot que l'on a créé. Ici, MyHermes Super Video Bot. Et cliquez sur son nom avec le arrobase. Maintenant, message. Donc là, on a juste à cliquer sur Démarrer. Vérifier le statut de son état. /status. C'est bon, il répond. Maintenant, on va essayer de faire un petit ping et voir ce qu'il nous répond. On peut voir qu'il écrit en haut. Parfait, il a répondu pong. Ça signifie que tout est parfaitement configuré. C'est bien mignon de jouer au ping-pong avec son agent, mais bon, il va falloir passer à l'étape supérieure, le vrai test. Vu qu'on est dans le timing de la Coupe du Monde de football, je vais lui demander de me faire un résumé tous les matins de l'état de ce qui s'est passé sur les matchs de la veille. Alors pour ça, fais-moi un résumé tous les matins des matchs de la Coupe du Monde 2026. Je veux le récap sur Telegram. C'est là qu'on peut voir directement qu'il crée une tâche qui sera exécutée tous les matins à 8h et ensuite qu'il va livrer directement dans cette conversation Telegram. Mais moi, j'ai bien envie qu'il fasse un test maintenant. Et voilà, on arrive sur un résultat quand même assez qualitatif sur une tâche qui donc va s'exécuter tous les matins à 8h. Maintenant, c'est bien beau, mais il me manque encore quelque chose. J'ai envie qu'il aille chercher des news sur l'intelligence artificielle et la cybersécurité, les deux combinés, mes domaines, pour me faire un petit rapport écrit qui me sera ensuite envoyé directement sur Telegram. Pour ça, je lance un nouveau sujet, /new, j'approuve, et je lui demande, fais des recherches sur les news IA et cyber de cette semaine, et crée un rapport HTML pour présenter tout ça, puis envoie-le-moi directement dans cette conversation. Donc là, on peut voir qu'il fait ses petites recherches web. Et voilà, l'agent a enfin terminé de faire ses recherches et il me fait un petit récapitulatif du rapport. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est ça, le rapport IA cyber que je télécharge. Je clique pour avoir l'aperçu, clique bien sur l'icône pour avoir l'aperçu. Ok, impeccable. On va le mettre en grand. Toutes les informations qu'il faut, bien présentées. Que demande le peuple? Là, on voit la différence entre un simple chatbot et un agent installé dans un environnement dédié. Un chatbot dans un navigateur, c'est pratique. Mais ici, l'agent tourne sur son propre serveur. Il peut être connecté à des outils, recevoir des demandes depuis Telegram, conserver ses sessions et devenir une vraie brique d'automatisation personnelle. C'est précisément ici qu'il faut garder la tête froide. Plus un agent devient utile, plus il devient risqué si on lui donne accès à n'importe quoi. Donc avant de conclure, parlons des limites. Il y a 3 limites importantes à comprendre. La première, c'est les données. Un agent IA n'est pas un coffre-fort magique. Si tu lui envoies des documents sensibles, des informations clients, des contrats, des factures ou des données internes, il faut comprendre où ces données passent. Dans ce setup, les requêtes peuvent partir vers le fournisseur du modèle IA que tu as configuré. Donc avant d'envoyer des données sensibles, tu dois vérifier la politique du fournisseur, les conditions de rétention et ce qui peut ou non être utilisé pour améliorer les modèles. Ensuite, les coûts. Un agent peut consommer bien plus qu'un simple chatbot, parce qu'il peut faire plusieurs appels pour une seule tâche. Il peut réfléchir, utiliser un outil, lire une page, relancer une requête, puis répondre. Donc même avec un abonnement ou des limites confortables, surveille l'usage. Et enfin la maintenance. Un VPS, ce n'est pas juste je l'installe et j'oublie. Il faut faire les mises à jour, surveiller les accès, vérifier que les services tournent et éviter d'accumuler des configurations incomprises. Et c'est là que beaucoup de gens se trompent avec les agents IA. Ils pensent d'abord à l'outil, alors qu'il faut d'abord penser au système.
Qui a accès? À quelles données? Pour faire quoi? Avec quelles limites? Et comment on vérifie que ça marche? Donc, est-ce que ce setup vaut le coup? Ce setup vaut le coup si tu veux un agent IA qui tourne indépendamment de ton ordinateur. Il vaut aussi le coup si tu veux comprendre comment on construit une vraie base technique autour d'un agent, c'est-à-dire serveur, accès, modèle, interface et niveau de sécurité minimal. Par contre, si ton besoin c'est juste de discuter avec une IA de temps en temps, ce setup est trop lourd. Dans ce cas, ChatGPT, Claude ou Gemini suffisent largement. Il ne faut pas complexifier pour le plaisir. Le but n'est pas d'avoir une architecture stylée, le but c'est d'avoir une architecture utile. Donc, récapitulons. Dans cette vidéo, on a loué un VPS, récupéré les accès, compris pourquoi root est dangereux, puis créé un utilisateur dédié avec sudo. On a sécurisé l'accès SSH avec une clé et désactivé la connexion par mot de passe. Ensuite, on a installé Hermes Agent, configuré un modèle IA, connecté Telegram et testé une vraie interaction avec l'agent. Le résultat, c'est un agent IA qui tourne sur son propre serveur, accessible à distance, avec une base beaucoup plus propre qu'un simple outil lancé à l'arrache sur mon ordinateur. Mais le vrai message de la vidéo, ce n'est pas « installe Hermes et tout ira bien ». Le vrai message, c'est « un agent IA utile, ce n'est pas juste un modèle puissant. C'est un système complet. Si tu veux reproduire ce setup, prends ton temps. Ne copie pas les commandes à l'aveugle, teste chaque étape avant de passer à la suivante, et surtout, ne donne pas accès à des données sensibles tant que tu n'as pas compris où elles partent et qui peut les lire. Si tu es dans une entreprise et que tu veux surtout savoir où l'IA peut vraiment être utile dans tes process, sans acheter un outil au hasard ni automatiser du chaos, tu peux regarder le lien en description pour Sprint IA utile. L'objectif est simple, identifier les bons cas d'usage, prioriser ce qui a vraiment de la valeur, puis tester une solution concrète avant de partir dans tous les sens. Et si tu veux que je continue cette série, je peux faire une prochaine vidéo sur une version plus avancée, workspace propre, données sensibles, modèles locaux ou agents spécialisés. Et retiens une chose, un agent IA ne devient pas utile parce qu'il est intelligent, il devient utile parce qu'il est branché au bon problème.